Imagine un temps où les royaumes s'affrontent sans répit, où les champs deviennent des champs de bataille, et où le destin de la France et de l'Angleterre se joue sur plus d'un siècle. Un temps de chevaliers et d'ombre, de courage et de trahison, de voix oubliées qui résonnent encore aujourd'hui. Bienvenue dans la guerre de 100 ans. Un voyage apaisant au cœur d'une histoire immense. Raconté tout en douceur, pour que tes rêves soient peuplés de légendes et de paix. Ferme les yeux, inspire profondément, et laisse-toi porter par le murmure du passé. Ferme doucement les yeux, respire lentement, laisse-toi porter. Imagine des collines couvertes de brume, des plaines silencieuses, et, au loin, un château endormi. Nous sommes très loin dans le passé. En l'an 1328, dans le royaume de France, un roi vient de mourir. Il s'appelait Charles IV. On l'appelait le Bel. Il meurt sans héritier, sans fil pour porter la couronne. Alors, les cloches sonnent dans tout le pays. Elles résonnent dans les églises de pierre. Elles font trembler les vitraux. Et, dans chaque village, les gens murmurent. Qui sera le prochain roi? Deux noms s'élèvent. D'un côté, Philippe de Valois, un cousin du roi défunt, un homme calme, prudent, qui connaît la cour. De l'autre, Édouard III, un jeune roi, roi d'Angleterre, mais aussi petit-fils d'un roi de France. Par sa mère, la reine Isabelle. Une femme, oui, et c'est là tout le problème. Car en France, on suit la loi salique. Une vieille règle, qui dit que les femmes ne peuvent hériter, et donc ne peuvent transmettre la couronne. Alors, on choisit Philippe. Il devient Philippe VI, le nouveau roi de France. Mais Édouard n'oublie pas. Il est jeune. Il est roi. Et dans son cœur, une graine de guerre est semée. Silencieuse. Tenace. Pendant quelque temps, la paix reste en place. Mais les tensions grandissent. Doucement. Comme une eau qui chauffe, sans bouillir encore. L'Angleterre possède des terres en France. De vastes terres. Dans le sud-ouest. On les appelle la Gascogne, la Guyenne, le Périgord. Ces terres, bien que françaises, sont dirigées par le roi d'Angleterre. C'est un vieux héritage, une vieille histoire, qui remonte à Aliénor d'Aquitaine, mariée à un roi anglais, il y a 2 siècles. Mais le roi de France ne peut l'accepter. Un roi étranger, dans son propre royaume. Alors Philippe exige qu'Édouard vienne lui rendre hommage, qu'il s'agenouille, comme un vassal. Édouard refuse, puis accepte, à contre-cœur. Et puis, en 1337, la France confisque la Gascogne. C'est l'étincelle. Alors Édouard se déclare roi de France. Il brandit les fleurs de lys, et proclame son droit, par les armes. C'est le début d'une guerre longue. Très longue. Imagine maintenant les plaines du Nord, des soldats qui se préparent, des forgerons qui frappent le fer, des armuriers qui polissent les casques. Dans les villages, les hommes quittent leurs champs, ils deviennent archers, ils deviennent fantassins. Les seigneurs rassemblent leurs bannières, les chevaux hennissent, les enfants regardent partir leur père, les femmes prient, silencieusement. La guerre approche, pas encore dans les cris, mais dans les palans des armées. En 1340, Édouard inflige une première défaite à la France. Sur mer, à l'Écluse, près de Bruges. Mais c'est en 1346 que la guerre devient brutale. La bataille de Crécy. Édouard débarque en Normandie. Il avance. Il pille. Il brûle. Le roi de France, Philippe VI, le poursuit. Le 26 août, les 2 armées se font face. Le soleil brille. Le vent souffle doucement. Le sol est sec. Les Anglais prennent position sur une colline. Édouard commande ses troupes. À ses côtés, son fils, âgé de 16 ans. On l'appelle le prince noir. Les Français chargent. Les chevaux galopent. Les bannières flottent. C'est un spectacle terrible. Mais les Anglais ont un secret. Le longbow. Un arc long.
redoutable. Les archers anglais décochent leurs flèches. Elles sifflent. Elles tombent par milliers. Elles transpercent les armures. Les chevaliers français tombent. Un à un. La panique s'installe. La défaite est écrasante. Le roi Philippe fuit. La France est humiliée. L'année suivante, Édouard assiège Calais. Un siège long. Presque un an. La ville résiste. La faim gagne. Puis la reddition. 6 bourgeois de Calais, pieds nus, corde au cou, viennent livrer les clés de la ville. Édouard veut les faire exécuter. Mais la reine, Philippa, enceinte, le supplie de les épargner. Il accepte. Par amour. Ou par pitié. Calais devient anglaise. Pour 2 siècles. Mais bientôt, vient un ennemi plus terrible que la guerre. En 1348, la peste noire arrive. Elle voyage par les navires, par les rats, par l'air même. Elle entre dans les ports, puis dans les villes, puis dans les foyers. Un souffle, une toux, et la fièvre. Les rues se vident, les familles pleurent, les cloches sonnent, sans cesse. Des villages entiers disparaissent. On dit qu'un tiers des âmes d'Europe sont emportés. Même les soldats jettent leurs épées. Même les rois se terrent. La guerre s'interrompt. Juste un peu. Comme une bête fatiguée. Mais elle ne dort jamais longtemps. Ferme doucement les yeux. Respire lentement. Laisse-toi porter. Imagine des collines couvertes de brume. Des plaines silencieuses. Et, au loin, un château endormi. Nous sommes très loin dans le passé. En l'an 1328. Dans le royaume de France. Un roi vient de mourir. Il s'appelait Charles IV. On l'appelait le Bel. Il meurt sans héritier. Sans fil pour porter la couronne. Alors, les cloches sonnent dans tout le pays. Elles résonnent dans les églises de pierre. Elles font trembler les vitraux. Et, dans chaque village, les gens murmurent. Qui sera le prochain roi? 2 noms s'élèvent. D'un côté, Philippe de Valois. Un cousin du roi défunt. Un homme calme, prudent, qui connaît la cour. De l'autre, Édouard III. Un jeune roi. Roi d'Angleterre. Mais aussi, petit-fils d'un roi de France. Par sa mère, la reine Isabelle. Une femme, oui. Et c'est là tout le problème. Car en France, on suit la loi salique. Une vieille règle. Qui dit que les femmes ne peuvent hériter. Et donc, ne peuvent transmettre la couronne. Alors, on choisit Philippe. Il devient Philippe VI. Le nouveau roi de France. Mais Édouard n'oublie pas. Il est jeune. Il est roi. Et dans son cœur, une graine de guerre est semée. Silencieuse. Tenace. Pendant quelque temps, la paix reste en place. Mais les tensions grandissent. Doucement. Comme une eau qui chauffe, sans bouillir encore. L'Angleterre possède des terres en France. De vastes terres. Dans le sud-ouest. On les appelle la Gascogne, la Guyenne, le Périgord. Ces terres, bien que françaises, sont dirigées par le roi d'Angleterre. C'est un vieux héritage. Une vieille histoire. Qui remonte à Aliénor d'Aquitaine. Mariée à un roi anglais. Il y a 2 siècles. Mais le roi de France ne peut l'accepter. Un roi étranger. Dans son propre royaume. Alors Philippe exige qu'Édouard vienne lui rendre hommage. Qu'il s'agenouille. Comme un vassal. Édouard refuse. Puis il accepte. À contre-cœur. Et puis, en 1337, la France confisque la Gascogne. C'est l'étincelle. Alors Édouard se déclare roi de France. Il brandit les fleurs de lys. Et proclame son droit. Par les armes. C'est le début. D'une guerre longue. Très longue. Imagine maintenant. Les plaines du Nord. Des soldats qui se préparent. Des forgerons qui frappent le fer. Des armuriers qui polissent les casques. Dans les villages. Les hommes quittent leurs champs. Ils deviennent archers. Ils deviennent fantassins. Les seigneurs rassemblent leurs bannières. Les chevaux hennissent. Les enfants regardent partir leur père.
Les femmes prient. Silencieusement. La guerre approche. Pas encore dans les cris, mais dans les palans des armées. En 1340, Édouard inflige une première défaite à la France. Sur mer. À l'Écluse, près de Bruges. Mais c'est en 1346 que la guerre devient brutale. La bataille de Crécy. Édouard débarque en Normandie. Il avance. Il pille. Il brûle. Le roi de France, Philippe VI, le poursuit. Le 26 août, les deux armées se font face. Le soleil brille. Le vent souffle doucement. Le sol est sec. Les Anglais prennent position sur une colline. Édouard commande ses troupes. À ses côtés, son fils, âgé de 16 ans. On l'appelle le prince noir. Les Français chargent. Les chevaux galopent. Les bannières flottent. C'est un spectacle terrible. Mais les Anglais ont un secret. Le longbow. Un arc long. Redoutable. Les archers anglais décochent leurs flèches. Elles sifflent. Elles tombent par milliers. Elles transpercent les armures. Les chevaliers français tombent. Un à un. La panique s'installe. La défaite est écrasante. Le roi Philippe fuit. La France est humiliée. L'année suivante, Édouard assiège Calais. Un siège long. Presque un an. La ville résiste. La faim gagne. Puis la reddition. 6 bourgeois de Calais, pieds nus, corde au cou, viennent livrer les clés de la ville. Édouard veut les faire exécuter. Mais la reine, Philippa, enceinte, le supplie de les épargner. Il accepte. Par amour. Ou par pitié. Calais devient anglaise. Pour 2 siècles. Mais bientôt, vient un ennemi plus terrible que la guerre. En 1348, la peste noire arrive. Elle voyage par les navires, par les rats, par l'air même. Elle entre dans les ports, puis dans les villes, puis dans les foyers. Un souffle, une toux, et la fièvre. Les rues se vident, les familles pleurent, les cloches sonnent, sans cesse. Des villages entiers disparaissent. On dit qu'un tiers des âmes d'Europe sont emportés. Même les soldats jettent leurs épées. Même les rois se terrent. La guerre s'interrompt. Juste un peu. Comme une bête fatiguée. Mais elle ne dort jamais longtemps. Les années passent. Comme les saisons. Comme les nuages. Nous sommes en 1413. En Angleterre, un nouveau roi s'installe sur le trône. Henri V. Il est jeune. Fier. Déterminé. Dans son cœur, il nourrit un vieux rêve. Devenir roi de France. Pas en héritier lointain, mais par conquête. Par droit d'épée. En France, le royaume est affaibli. Le roi Charles VI est malade. On le dit fou. Parfois doux. Parfois furieux. Il oublie qui il est. Il se perd. Il entend des voix. Il erre dans les couloirs de son palais, en demandant qu'on le fuit. Son épouse, Isabeau de Bavière, tente de garder le pouvoir. Mais les grands du royaume se disputent. Les Bourguignons et les Armagnacs. 2 factions, 2 camps ennemis, dans le même royaume. C'est une guerre civile. Et dans ce chaos, l'Angleterre voit une occasion. En 1415, Henri V traverse la mer. Il débarque en Normandie, avec une armée modeste, mais disciplinée. Il veut rejoindre Calais, mais les Français l'attendent. À Azincourt, une plaine boueuse, entre 2 bois. Il pleut depuis des jours. Le sol est gorgé d'eau. Les champs sont des marécages. Les chevaux glissent. Les hommes s'enfoncent. Les Français sont très nombreux. Peut-être 20 000. Les Anglais, à peine 6 000. Et pourtant, Henri place ses archers sur les flancs, protégés par des pieux plantés dans le sol. Ils attendent, silencieux, tendus. Les Français chargent. La boue les ralentit. Les flèches tombent. Des milliers. Elles s'enfoncent dans les visières, dans les jointures des armures. Les chevaliers tombent. Les suivants trébuchent sur les corps. La panique s'installe.
C'est un massacre. Un champ de boue, de l'acier, du sang, et des plumes noires de corbeaux, qui volent bas. Henri V rentre triomphant. Il impose un traité. Le traité de Troyes. Il épouse la fille du roi de France, Catherine de Valois. Et il est proclamé héritier légitime de la couronne de France. Le dauphin Charles, fils de Charles VI, est désavoué, banni, exilé dans le sud. La France est comme coupée en deux. Au nord, les Anglais. Au sud, les fidèles du dauphin. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Toujours. Mais alors, au cœur de ce désespoir, s'élève une voix. Une voix qui n'est pas comme les autres. Une voix venue de Domrémy, un petit village oublié. C'est une fille. Elle s'appelle Jeanne. Jeanne d'Arc. Elle a 17 ans. Elle dit entendre les voix. Celles de Saint Michel, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Elle dit « Je suis envoyée par Dieu pour sauver la France ». On la prend pour une folle. Mais elle insiste. Elle gagne la confiance de quelques capitaines. Puis, du dauphin lui-même. Il la reçoit. Il l'écoute. Et lui donne une armée. En 1429, Jeanne part pour Orléans, assiégée depuis des mois. Les soldats, d'abord méfiants, la suivent. Elle ne combat pas avec l'épée seule, mais avec la foi, avec la force du symbole. Orléans est libéré. Les troupes anglaises reculent. Le peuple acclame Jeanne. Elle mène ensuite le dauphin à Reims, la ville des sacres. Là, dans la cathédrale, Charles est couronné roi. Il devient Charles VII, grâce à elle. Mais tout va si vite. Trop vite. Jeanne continue à se battre. Elle tombe dans une embuscade. Capturée par les Bourguignons. Vendue aux Anglais. Elle est emmenée à Rouen. Là, elle est jugée. Par des hommes d'église. Hostiles. Politiques. Ils la condamnent. Non pas pour la guerre, mais pour avoir porté des habits d'homme. Et avoir prétendu entendre Dieu. Le 30 mai 1431, elle est brûlée vive. Sur la place du Vieux Marché. On dit qu'à la fin, elle a crié « Jésus, Jésus ». Mais les idées ne brûlent pas. Son souvenir devient lumière. Son courage, une flamme. Et peu à peu, le vent tourne. Charles VII reprend le contrôle. Il réforme l'armée. Il crée des compagnies régulières. Il frappe une monnaie stable. Il reconstruit. La guerre change encore de visage. Et les Anglais reculent. Fatigués. Affaiblis. En 1450, la France reprend la Normandie. Puis la Guyenne. En 1453, à Castillon, la dernière bataille a lieu. Elle est brève, violente, décisive. Les Anglais sont vaincus. La guerre de 100 ans s'achève, sans traité officiel, sans grand discours, mais dans le silence d'un champ abandonné. Nous sommes en 1453. Une date grave, et douce à la fois. Grave, car elle marque la fin d'un monde. Douce, car enfin, le sang cesse de couler. La bataille de Castillon s'est achevée. L'armée anglaise, épuisée, a quitté le champ. Le roi Charles VII a triomphé. Sans éclat, sans orgueil, mais avec une résolution calme. Les Anglais ne possèdent plus rien en France, sauf Calais, et pour encore 100 ans seulement. La guerre, cette guerre interminable, ces 100 années de douleur, est finie. Mais une guerre si longue ne disparaît pas sans laisser de traces. Le pays est brisé. Les villages sont dépeuplés. Les routes sont dévastées. Les rivières n'ont plus de ponts. Les campagnes sont pleines de ronces. Les moulins sont en ruine. Et les gens, quand ils croisent un cavalier, baissent les yeux, par réflexe. Mais aussi, dans ce silence, quelque chose naît. Un espoir. Un murmure. La paix. Et avec elle, la reconstruction. Charles VII,
celui qu'on appelait autrefois le roi sans couronne, le roi errant, le roi du Sud, devient peu à peu le roi restaurateur. Il réforme l'armée, fonde une armée permanente, la première en France. Il réforme la monnaie, il rétablit les impôts, il reconstruit les routes, les ponts, les églises, les murs. Il apaise les querelles entre grands seigneurs. Et lentement, il réunit le pays. La noblesse a perdu de son pouvoir. Elle a été blessée, usée par des défaites répétées. Et le roi, désormais, tient le centre du pouvoir. La monarchie française sort renforcée de cette guerre. Plus centralisée, plus organisée. C'est un tournant. Et puis, il y a la mémoire. Le souvenir de ceux qui sont tombés. De Jeanne, dont la figure grandit dans l'imaginaire du peuple. Elle devient une légende. Une sainte. Une héroïne. Un symbole. Ce n'est qu'en 1456 qu'un procès en réhabilitation est mené. Ces juges d'autrefois sont discrédités. Elle est déclarée innocente. Et son honneur est restauré. Mais son souvenir n'a jamais quitté le cœur du peuple. Et du côté anglais, c'est une autre histoire. Le roi Henri VI, fils d'Henri V, est fragile, trop jeune au début, puis instable. Il sombre dans la folie, comme Charles VI avant lui. Et l'Angleterre, vaincue sur le continent, plonge à son tour dans une guerre interne. La guerre des Deux Roses. Les familles York et Lancaster s'affrontent pour la couronne. C'est une guerre civile, longue, sanglante, comme un écho de la guerre de 100 ans, mais sur les terres anglaises. Ainsi s'achève ce grand conflit. Mais ce n'est pas qu'une fin, c'est aussi un commencement. La France est changée, l'Angleterre aussi. La guerre a transformé la façon de combattre. Les armées ne sont plus faites de chevaliers, mais de fantassins, d'artilleurs, d'archers. L'honneur n'est plus dans la joute, mais dans la stratégie, dans la discipline. C'est le crépuscule de la chevalerie, et l'aube des royaumes modernes. Le peuple, lui aussi, a changé. Il a vu, il a souffert, il a enduré. Il n'est plus tout à fait soumis. Il parle, il s'organise, il devient une force qu'on ne peut ignorer. Et dans les églises, dans les marchés, dans les champs, on commence à parler d'un nouveau monde. Un monde où les armes se taisent, où les récoltes reprennent, où les enfants peuvent courir, sans craindre les bottes de soldats. Un monde où la mémoire devient plus forte que l'acier. Quand une guerre s'achève, le silence qui suit est lourd, presque pesant. Le peuple a vécu trop d'années. Dans le vacarme des sabots, le grondement des boulets, et les cris d'alerte au crépuscule. Alors, quand vient le silence, il faut réapprendre à vivre. Les paysans retournent à leurs champs. Ils retrouvent la terre, les sillons oubliés, et les arbres fruitiers qui ont survécu. Dans les villes, les artisans rallument les feux. Les forgerons reforment des socs de charrues. Au lieu de lames, les bâtisseurs, eux, se mettent à l'œuvre. Ils relèvent les murs effondrés, réparent les ponts, rebâtissent les clochers. Les cloches, qui avaient sonné l'alerte, sonnent maintenant la messe. Et parfois, le mariage, le royaume, meurtri, se cherche une nouvelle voie, un nouveau visage. Et ce visage, c'est celui de Louis XI, fils de Charles VII. Il monte sur le trône en 1461. On l'appellera l'universel aragne, l'araignée universelle. Pas un roi de guerre, mais un roi d'intrigue, un roi de diplomatie, un roi de ruse. Louis XI ne cherche pas la gloire des batailles. Il préfère les alliances secrètes, les traités discrets et les réseaux d'information. Il tisse sa toile, ville après ville, fief après fief. Il soumet les grands seigneurs, écarte les menaces et renforce le pouvoir royal. Il poursuit l'œuvre de son père. Il construit un État moderne. En réalité,
La fin de la guerre de 100 ans n'est pas qu'une fin militaire. C'est le début de la France telle que nous la connaissons. Un pays avec un roi puissant, une capitale forte, des impôts organisés et une armée permanente. Un pays qui n'est plus seulement un puzzle de fiefs, mais une nation en gestation. Et du côté anglais, là-bas aussi, les temps sont troubles. Henri VI, faible et instable, n'a pas su garder la couronne en paix. Alors surgit une guerre. Encore. La guerre des deux roses. Deux familles se battent. Les York et les Lancaster. C'est une guerre fratricide. Sans gloire. Sans héros. Un royaume qui se déchire de l'intérieur. Alors même que la France commence à se rassembler. Et pourtant, quelque chose relie encore ces deux royaumes. Une histoire. Une mémoire. Un siècle entier de batailles. De serments. De douleurs partagées. Car la guerre de 100 ans, ce n'est pas seulement une guerre de rois. C'est aussi une guerre d'âme. Une guerre qui a transformé la manière de se battre, de gouverner, et même de prier. La foi a été mise à l'épreuve. Des prêtres ont fui. Des églises ont été brûlées. Mais dans les ruines, des femmes ont prié. Des enfants ont appris à lire. Et des chants anciens ont traversé les siècles. Et que reste-t-il? Après 100 ans de guerre, pas de victoire éclatante, pas de roi sur deux trônes, mais, parchemin des textes, des poèmes, des chansons, des récits, boucliers, des blasons, des châteaux, des armes rouillées, colombes et surtout, un apprentissage. La guerre a enseigné la prudence, la patience, la diplomatie et la nécessité de construire, plutôt que détruire. Des héros sont nés, pas seulement Jeanne, mais aussi des anonymes, des mères qui ont protégé leurs enfants, des moines qui ont caché des livres, des boulangers qui ont nourri sans demander. Tous ces visages, oubliés de l'histoire, mais gravés dans la mémoire des peuples. Et la France, petit à petit, plante ses racines, dans la terre, dans la langue, dans les lois, dans le cœur de ceux qui y vivent. Herbe, la guerre de 100 ans s'achève, mais elle laisse un sillage, un long sillage, comme une comète, qui traverse le ciel, et dont la lumière continue de danser. Bien après sa disparition, quand une guerre s'éloigne, elle laisse derrière elle bien plus que des ruines. Elle laisse des souvenirs, des blessures invisibles, et des questions. Comment vivre? Après 100 ans d'angoisse, comment respirer? Quand tant de générations n'ont connu que la peur. La France se relève. Mais ce relèvement n'est pas brusque. Il est lent, profond, presque végétal. Comme une forêt calcinée, d'où repoussent de jeunes pousses. Fragiles, mais pleines de vie. Dans les campagnes, on entend à nouveau le son des outils. Les pelles, les bêches, les meules, les paysans, fatigués mais debout, labourent les champs avec leurs fils. Et pour la première fois depuis longtemps, on sème pour récolter, et non pour nourrir des armées. Les routes sont réparées, les greniers se remplissent, les foires reprennent, les rires reviennent. Et surtout, le silence des canons est remplacé par le chant des oiseaux. Mais il y a autre chose, quelque chose d'invisible, un changement d'âme. La France de l'après-guerre n'est plus tout à fait celle d'avant. Avant, c'était un patchwork, un royaume morcelé, où les ducs étaient presque rois, où les villes étaient presque libres, et le roi, souvent absent. Mais maintenant, un nouveau mot se glisse dans les conversations des marchands, des prêtres, des soldats. Nation. Ce mot n'était rien. Au début de la guerre. Une idée vague. Mais après 100 ans de lutte commune, de défaites partagées, de victoires espérées, de douleurs croisées, la France devient peu à peu une seule et même voix. Pas seulement celle du roi, mais celle du peuple qui l'écoute. Et parfois, le contredit. Le français, langue d'élite,
devient peu à peu langue d'administration, de justice, de gouvernement. La noblesse, affaiblie, cède du terrain au pouvoir royal. Et dans les petites villes, les bourgeois s'organisent. Ils commercent, ils votent, ils pèsent dans les décisions locales. C'est discret, mais profond. Les églises aussi jouent leur rôle. Elles accueillent, elles enseignent, elles rappellent que le temps de la guerre doit laisser place à celui de la paix. Les vitraux brisés sont remplacés. Les clochers sonnent à nouveau. Les saints patrons sont célébrés avec ferveur. Et dans le cœur des fidèles, l'idée que Dieu protège ceux qui bâtissent remplace l'image d'un Dieu qui punit à travers la guerre. Dans les écoles, on lit à voix haute, on apprend les lettres, on copie des textes, des mots comme justice, concorde, royaume, patrie. Et parfois, un nom revient, chuchoté avec respect, Jeanne, car la mémoire ne dort jamais. Dans les foyers, on raconte encore ses batailles, son armure, sa voix. Dans les tavernes, des chansons sont écrites, des ballades douces, où la guerre devient légende. Et la légende, espérance. À Rouen, là où elle fut brûlée, certains déposent des fleurs, en silence. Pas encore des pèlerinages, mais presque. Le peuple n'oublie pas. Il guérit, mais il se souvient. Et tandis que les enfants naissent, sans avoir entendu le fracas des épées, les vieillards s'assoient sous les arbres et racontent le passé. Leur voix est lente, leur ton grave. Ils disent « J'ai vu les Anglais, j'ai vu les corbeaux, j'ai entendu les cloches, et maintenant, j'entends les cigales. » La guerre a laissé des traces, mais aussi une volonté. Volonté de stabilité, de justice, de paix durable. Et peu à peu, la France de la guerre devient la France du renouveau. Un roi gouverne, une langue s'impose, une nation se dessine, les remparts sont restaurés. Mais surtout, les ponts, entre les hommes, entre les provinces, entre le passé et l'avenir. Et dans l'air du matin, quand les brumes se dissipent, on sent quelque chose de neuf, une promesse, une époque nouvelle, où les hommes auront encore à lutter. Mais autrement, quand les armées se taisent, ce sont les voix du peuple qui commencent à se faire entendre. Pendant 100 ans, les paysans ont vécu dans la peur, les artisans dans la pénurie, les femmes dans l'attente, les enfants dans le silence. Mais voilà qu'à présent, ces visages effacés retrouvent une place, discrète, mais essentielle. La guerre avait tout figé, le pouvoir, les terres, les privilèges. Mais l'après-guerre remue tout. Les seigneurs ne sont plus aussi puissants. Beaucoup sont morts sur les champs de bataille. D'autres ont ruiné leurs fiefs, en finançant des levées d'hommes et de chevaux. Et tandis que la noblesse s'affaiblit, d'autres montent. Les villes. Dans les villes, la vie palpite. Les marchés se remplissent. Les rues s'élargissent. Les maisons s'élèvent à plusieurs étages. On y parle plusieurs langues. On y vend des étoffes, du cuir, des armes. Mais aussi des livres. Car oui, on commence à lire. On lit la Bible, les chroniques, les histoires de chevalerie, mais aussi les premiers textes en français moderne. Et dans ces villes, les bourgeois s'organisent. Ils forment des conseils, érigent des halles, font entendre leurs besoins au roi. Ils ne sont pas nobles, mais ils paient. Et celui qui paie, pèse. Pendant la guerre, les villes étaient souvent assiégées, pillées, incendiées. Elles ont appris à se défendre, à négocier, à s'unir. Elles ne veulent plus jamais revivre l'humiliation. Elles réclament des chartes, des droits, des libertés. Et peu à peu, le roi leur accorde ce qu'elles demandent. Non pas par bonté, mais parce qu'il en a besoin. Besoin d'argent, besoin d'ordre, besoin de relais dans un royaume vaste. Et pendant que les marchands négocient,
que les bâtisseurs posent pierre après pierre. Il y a un autre visage qui émerge, celui des femmes. Pendant 100 ans, elles ont tenu les foyers, travaillé les champs, soigné les blessés, géré les maisons pendant l'absence des maris, des pères, des filles. Certaines ont appris à lire, à compter, à prier sans curé, à décider sans mari, et même si la société ne leur reconnaît pas encore le pouvoir officiel, elles sont devenues indispensables. Dans les campagnes, elles cultivent. Dans les villes, elles filent la laine. Elles vendent au marché. Elles dirigent des ateliers. Elles parlent aux notaires. Elles déposent plainte. Elles élèvent seules des enfants nés dans la guerre. Et parfois, comme Jeanne, elles mènent des hommes. Le monde ne sera plus jamais un monde d'hommes seulement. Et puis il y a ceux qu'on oublie trop souvent. Les pauvres, les orphelins, les serfs affranchis, libérés par les incendies ou les faillites des seigneurs. Ils cherchent du travail, de la paix, une soupe chaude, un toit. Beaucoup montent vers les villes. Ils deviennent apprentis, domestiques, mendiants, parfois voleurs, parfois saints. Dans les monastères, les moines les accueillent. On crée des hôpitaux, des hospices, des confréries de la charité. La misère existe encore, mais on la regarde autrement, avec moins de peur, et un peu plus d'humanité. Le royaume de France se transforme, moins féodal, plus central, moins divisé par les lignages, et davantage uni par les routes, les foires, et les impôts. Et dans l'ombre, quelque chose d'encore plus profond se prépare. On invente, on questionne, on regarde le ciel, on mesure la terre. Ce n'est pas encore la Renaissance, mais on s'en approche. Les bâtisseurs ont repris leurs outils. Les enlumineurs décorent les manuscrits. Les sculpteurs façonnent des visages, réalistes, tristes, humains, et quelque part dans une abbaye, un moine penché sur un banc de bois recopie une phrase qu'il trace lentement, comme une prière. La paix est plus forte que l'épée. Quand la guerre s'arrête, les histoires prennent le relais. Elles voyagent de bouche à oreille, de village en village, de cheminée en cheminée. Les bardes, les ménestrels, les conteurs et les poètes deviennent les gardiens de la mémoire vivante. Des chansons naissent, des ballades douces, mais parfois amères. Elles parlent de batailles lointaines, de héros tombés, de princesses pleurant leurs amants. Elles chantent la bravoure, la trahison, l'amour perdu, et l'espoir. Dans les tavernes, le vin réchauffe les cœurs. Les chants s'élèvent, portés par les voix rauques, et les yeux brillants. Les enfants écoutent, les anciens sourient. Les femmes fredonnent, mais il y a aussi les légendes, des récits qui mêlent réel et imaginaire, où Jeanne d'Arc devient la pucelle, fille de lumière, envoyée par Dieu lui-même. On raconte qu'elle revenait parfois, dans les nuits d'hiver, pour protéger les villages, pour allumer les foyers éteints, pour faire reculer les ombres. Les symboles aussi fleurissent. Le fleur de lys, symbole royal, devient un emblème d'espoir, peint sur les boucliers, brodé sur les bannières, gravé dans la pierre. La guerre a forgé ces images, les a marquées au fer rouge, mais elle les a aussi transmises. Et dans les églises, les vitraux racontent ces histoires. Les saints guerriers, les martyrs, les anges porteurs de paix, des fresques colorées, des pierres sculptées, des croix étincelantes. Les croyances populaires, elles aussi, évoluent. On prie pour la paix, pour la fin des famines, pour le repos des âmes tombées. Des pèlerinages naissent, vers des sanctuaires oubliés, vers des reliques anciennes. Mais la guerre a aussi laissé ses cicatrices. Les fantômes des champs de bataille, les ruines des villages, les souvenirs douloureux. Parfois, quand le vent souffle dans les bois, on dit entendre les murmures des soldats, leurs pas légers, leurs soupirs. Cette mémoire collective
Elle unit. Elle rappelle aux vivants les erreurs du passé, les douleurs partagées. Elle incite à bâtir, à aimer, à espérer. Et c'est ainsi que la guerre de 100 ans est devenue plus qu'un conflit, une légende, un chant, un souffle dans l'histoire. Les guerres laissent toujours des traces, des marques visibles et des blessures invisibles. Mais elles portent aussi des leçons, silencieuses, profondes, essentielles. La guerre de 100 ans nous enseigne que la paix n'est jamais acquise, qu'elle se construit, pas à pas, avec patience, que les rancunes peuvent nourrir de nouvelles haines, mais que le pardon peut aussi fleurir. Le pouvoir centralisé, né de cette guerre, montre que la force brute ne suffit pas. La diplomatie, la justice et la loi sont les vrais remparts. Le peuple, lui, apprend la résilience. Il apprend à se relever, à reconstruire, à se souvenir. Car oublier, c'est risquer de répéter les erreurs. Ainsi, la mémoire devient un pont entre le passé et l'avenir. Un pont fragile, mais nécessaire. Et dans ce pont, les symboles jouent un rôle. Jeanne d'Arc, incarnant le courage, l'espoir et la foi, devient un phare. Elle guide ceux qui cherchent la lumière. Dans les temps sombres, les royaumes voisins, autrefois ennemis, apprennent à dialoguer. Les guerres laissent place aux échanges, aux mariages, aux alliances. Et dans le cœur de chacun, naît une envie. L'envie d'un monde meilleur, d'une vie plus douce, d'un avenir sans guerre. C'est cette envie qui pousse les hommes à inventer, à créer, à rêver. Et même si le chemin reste long, les ombres du passé s'éloignent peu à peu. La guerre de 100 ans n'est plus qu'un souvenir, un murmure. Mais son écho reste. Il nous rappelle, chaque soir, avant de dormir, que la paix est un trésor fragile. Après plus d'un siècle de conflits, de batailles, de trahisons, de peurs, le royaume de France s'apaise enfin. Les épées sont rangées, les armures rouillées, les champs reverdissent. Le roi Charles VII, puis son fils Louis XI, ont posé les bases d'un royaume uni, puissant, moderne, un royaume qui regarde vers l'avenir, plutôt que vers les guerres du passé. Les hommes et les femmes, fatigués par les années d'ombre, reprennent le fil de leur vie. Ils plantent des arbres, ils bâtissent des maisons, ils élèvent des enfants, et dans leur cœur, un souvenir demeure, celui d'une guerre longue et cruelle, mais aussi celui d'un espoir, qui a traversé les âges. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, reste une lumière vive, un symbole d'audace et de foi. Elle incarne la force du peuple, face à l'adversité. Cette guerre a changé la France. Elle l'a rendue plus forte, plus consciente, plus unie. Et même si le chemin a été long, parfois douloureux, la paix retrouvée est une promesse que les générations futures portent en elles, comme une flamme douce. Alors, à toi qui écoutes, laisse cette histoire s'endormir doucement, que les images de chevaliers, de bataille, de courage et de paix t'accompagnent dans tes rêves. Que la nuit soit douce, que le sommeil soit léger, et que demain soit un jour nouveau, plein de lumière et de sérénité.